heureux de vous rejoindre aujourd'hui pour vous partager une vision de ce qu'est une stratégie marketing digital et surtout pourquoi le mobile doit en être l'un des piliers. Il y a 2 ans, j'étais à Londres lors d'une présentation sur le marketing digital et puis l'intervenant nous a partagé ce slide et je l'ai trouvé super intéressant pour 2 raisons. Sur la partie supérieure, vous voyez ce qui s'est passé et toutes les évolutions qu'ont subi le marketing digital depuis la création du web en 91, 90, en passant par le PPC, l'AdWords en 2000, l'iPhone en 2007, l'iPad en 2010 et aujourd'hui l'Internet of Things. Et puis secondairement parce qu'on voit chacune de ces innovations, quel impact elles ont eu sur le consommateur. En 90 où on utilisait son panier, son chariot, son sac pour aller faire ses achats dans ses commerces de proximité, ses grandes surfaces, jusqu'en 2000 où là effectivement on peut réaliser la quasi-totalité de ses achats de quasiment n'importe quel produit ou service depuis son salon. J'irais même beaucoup plus loin, depuis n'importe où, depuis son mobile, dans la rue, dans les transports en commun, globalement partout. Donc, je trouve vraiment ce slide super intéressant et ma deuxième réaction, elle a quand même été de me dire, j'ai quelques années d'expérience dans la com, dans les médias, dans le marketing digital. Quand je vois toutes ces innovations, si demain j'ai à mettre en œuvre une stratégie de marketing digital, les premières questions que je vais avoir, c'est je commence par quoi et je le fais comment. Je vous propose, si vous êtes OK, peut-être de démarrer par le basique. Que signifie stratégie et j'aimerais définir la stratégie en se disant c'est peut-être où jouer et comment gagner, avec des enjeux business bien sûr, mais où jouer et comment gagner. Le marketing, lui, ce sont des plans pour identifier, anticiper et répondre aux désirs et besoins des consommateurs. Et c'est aussi comment organiser et comment une organisation va créer de la valeur client. Et je reviendrai à cette notion de valeur client. Ou comment on va promouvoir et vendre ses services et produits. Alors, essayons de se dire que tout au long de cette présentation, on va considérer que une stratégie marketing digital, c'est comment jouer et gagner sur le web en identifiant et anticipant les répondants, les besoins et désirs des consommateurs, en créant de la valeur client et en promouvant et vendant des services et produits. Je vais m'arrêter un petit instant là-dessus parce que c'est hyper important. Tout au long de cette présentation, c'est vraiment les 3 points stratégiques dont on va parler. Les désirs et besoins des consommateurs, la valeur client et promouvoir et vendre des services et produits. Alors, en marketing, et revenons sur un basique, quand on parle de stratégie marketing, qu'est-ce qu'une stratégie marketing? En marketing, tout est à la base de la valeur. La valeur. Et la valeur, pour un consommateur, c'est les bénéfices perçus moins les coûts perçus. Et quand on crée une stratégie marketing, la première étape, c'est on crée la valeur. La deuxième étape, c'est qu'on la capture. Et la troisième étape, c'est qu'on la fait durer pour générer des profits. Première étape, la création de la valeur. On va analyser son marché, son industrie, essayer de comprendre quels sont les besoins, les attentes clients auxquels on n'a pas trouvé de réponse, auxquels pour le moment aucune entreprise a trouvé de réponse. On va analyser son entreprise et comprendre quelles peuvent être les ressources dont on dispose pour répondre à ses besoins, à ses attentes. Comprendre de quelle manière et pourquoi on est capable de se différencier par rapport aux concurrents sur ce même marché. Et puis finalement, on va analyser les ressources internes de son entreprise. Est-ce qu'on a les savoir-faire, les compétences, comment on peut aider ses collaborateurs et où acquérir en externe les compétences dont on a besoin. Quand on a créé cette valeur, il nous faut la capturer. Et capturer la valeur en marketing, c'est créer les bons produits et les services, choisir le meilleur canal, adapter le meilleur des plans de communication, la publicité, et naturellement
définir la bonne stratégie. Et acquérir des clients, c'est aussi et surtout les fidéliser, et puis au final pour réaliser des profits. Alors je rêverais de partager toutes ces étapes de la stratégie marketing et plus particulièrement sur le digital avec vous, les clients, les entreprises, comment capturer la... Si vous voulez bien, on va se concentrer sur l'étape publicité de capturer la valeur et puis l'acquisition client, la fidélisation pour générer des profits. Je ne peux pas parler du marketing digital sans parler des impacts qu'a eu le digital sur les médias et plus particulièrement le comportement des consommateurs. Et c'est hyper important de commencer par ça. Il y a plusieurs médias et le premier média qui a été inventé, qu'on a utilisé naturellement, le média papier depuis des millénaires. Puis après, arrivé un second média qui s'appelle la radio. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et ben, en fait, il s'est passé une conversion des informations et du contenu qui était sur le papier, communiqué, qu'on véhiculait sur le papier. On l'a adapté à la radio. Le papier n'a pas disparu, mais on a observé cette conversion. Et ensuite, un nouveau média est apparu qui a été la télé. Et sur la télé, il s'est passé exactement la même chose, le même phénomène de conversion des informations qu'on avait sur le papier et conversion des informations qu'on avait sur la radio, sur le média télé. Et puis en 91, le web est apparu, quatrième média, et qu'est-ce qui s'est passé sur le web? Exactement la même chose, ce phénomène de conversion, sauf que là, on lui a donné un nom, on l'a appelé digitalisation, qui est la conversion d'informations en un format digital. Et naturellement, on a eu un certain nombre d'entreprises qui se sont adaptées, qui ont développé aussi leurs services sur le web, et d'autres qui sont arrivés, des nouveaux entrants. Donc quand on regarde ce slide, on se rend compte d'une chose. Premièrement, c'est quelle que soit la stratégie qu'on va adopter, marketing ou digital, il est important de se dire qu'il n'y a pas un média pour communiquer, il y a plusieurs médias. Le deuxième point, c'est qu'on se rend compte que la quasi-totalité des médias ont subi exactement le même phénomène de conversion de l'information sous une forme. Mais le point le plus structurant de cette évolution du média, c'est l'impact que ça a eu sur les consommateurs. Parce que concernant le papier, la radio et la télé, je suis un consommateur passif. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué, quand il y a une émission radio, télé, de prendre le lead du contenu, d'intervenir en plein milieu et de dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, vous avez raison, je voudrais rajouter, est-ce que je peux partager mon avis, est-ce que je peux supporter votre avis ?» C'est pas possible. On est complètement, pour la grande majorité, passif. Pour autant, sur le web, c'est pas la même chose. Parce que le média web, il a donné la possibilité aux consommateurs d'être actifs. Ça veut dire que je vais partager, je vais commenter, je vais publier ou je vais créer du contenu. Et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses dans toutes les stratégies qu'on peut adopter avec ses consommateurs, avec ses clients, parce qu'ils ont cette attente des marques, ils ont cette attente des entreprises, ils ont cette attente des produits, cette attente des services. Le média web, il est beaucoup plus complexe que les autres médias, et l'écosystème du média Internet, il est différent. Très certainement parce que la technologie, parce que les innovations n'étaient pas la même que quand le média radio s'est créé et le média télé s'est créé. Si on avait eu les mêmes innovations, la même technologie, peut-être ils auraient évolué d'une manière différente. Tout état de cause, aujourd'hui, il faut prendre en compte cet écosystème dans ses stratégies parce que le média Internet, il regroupe un certain nombre d'acteurs qui vont être le laptop. On peut accéder sur le web via un ordinateur portable. On peut aussi accéder sur le web via un ordinateur fixe. Mais on peut maintenant utiliser des enceintes connectées. C'est un accès indirect au web. Les montres connectées, le mobile que tout le monde utilise et naturellement les tablettes et beaucoup d'autres choses avec tous les objets connectés qu'on a autour de l'écosystème Internet. L'Internet est un média un écosystème beaucoup plus complexe, on l'a vu. Le digital est une réalité en France. Je pense que c'est une nouveauté pour personne. On a
près de 67,1 millions d'habitants en France, 52,8 millions d'internautes, qui réalisent 41 millions d'achats en ligne. Mais même si on parle de réalité, il est important de préciser que le digital ne peut pas être tout et que tout le monde ne réalise pas ses achats en ligne, tout le monde n'est pas internaute et que si on veut aujourd'hui pouvoir s'adresser à la majorité des consommateurs et de ses clients, il faut absolument prendre en compte une stratégie omnicanale. Parce que si vous vous baladez en ville les week-ends, vous pouvez toujours constater le nombre de personnes et de clients qui dépensent, qui visitent des magasins physiques. Et puis parce qu'on peut connaître un produit, un service, une marque sur le web via une pub télé et puis réaliser son premier achat dans un store physique ou sur un site web et ainsi de suite. Donc, il est hyper important de considérer cette stratégie omnicanale. Le digital est une réalité, c'est pas possible de passer à côté, mais miser que sur le digital pour faire du business et entretenir une relation avec ses clients, ce serait pas la meilleure des choses à faire. On a parlé de ce qu'est une stratégie marketing, de l'impact des médias particulièrement sur l'attitude et des consommateurs. Concrètement, comment on bâtit et comment on peut mettre en œuvre une stratégie digitale. J'ai envie de vous proposer trois étapes simples. La première, c'est le qui, la deuxième, c'est le quoi, et puis la troisième, c'est le comment. Quand on parle du qui, eh bien, c'est qui est impliqué, qui prend la décision. Essayer de définir le sexe de la personne, l'âge, la localisation, sa catégorie socio-professionnelle. Est-ce que c'est une relation B2B, B2C? Et ça, c'est notre qui. Quand on a défini qui est impliqué et qui prend la décision, c'est notre première étape de notre stratégie marketing digital, il faut prendre en compte le quoi. Et le quoi, pour moi, on doit revenir sur deux basiques marketing. Le premier basique, c'est ce qu'on appelle le tunnel de conversion. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le processus de prise de décision. En gros, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre esprit, dans notre cerveau, quand on doit acheter quelque chose. Dans bon nombre des cas, quand on réalise un achat, on pense que c'est nous qui l'avons décidé. Et exemple, je me lève un matin, je vais acheter une montre connectée, je l'ai achetée le soir et je suis complètement convaincu que si je l'ai fait, c'est ma propre décision. C'est moi qui ai pesé le pour et le contre, personne ne m'a influencé ou presque pas. En tous les cas, je suis maître des décisions que je prends en termes d'achat et c'est vrai. Dans bien des cas, on est maître des décisions qu'on prend, heureusement. Mais aussi dans certains cas, un certain nombre de cas, on prend certaines décisions en matière d'achat parce qu'on a eu des entreprises, des marques, on a eu des stratégies qui nous ont aidés, orientés à prendre les bonnes décisions. Et c'est ce qu'on appelle le tunnel de conversion. Prenons un exemple concret, restons sur l'exemple de la montre connectée et disons-nous qu'on on est devant son poste de télévision et puis on regarde un reportage et on tombe sur les montres connectées qu'on ne connaît pas trop, on n'en a pas, on ne sait pas ce que c'est. Puis on regarde, on trouve ça intéressant, ok, c'est pas mal, je ne savais pas trop, tiens, je peux télécharger de la musique sur des montres connectées, je ne savais pas. Bon, c'est nouveau, pourquoi pas, j'aimerais en savoir plus. Et puis, quelques jours plus tard, eh bien, cette même marque, on va la retrouver sur le web. On va être sur son site pour aller regarder les derniers résultats sportifs ou sur son site d'achat en ligne d'une marque spécifique pour aller réaliser le dernier achat de ce qu'on voudrait avoir à la maison. Et on revoit cette marque et on revoit cette montre connectée sur une campagne de programmatique. Et là, on se dit, tiens, ouais, ça me dit quelque chose, est-ce que ça peut m'être utile et pourquoi pas, est-ce que je peux comparer et j'essaie d'en savoir un petit peu plus. Et puis, parce que je reçois un email ou parce que je suis sur un site d'achat en ligne et je revois encore une autre pub ou parce que je prends un catalogue ou je suis dans la rue, je vois un 4x3 et je revois cette marque et qui me dit que en fait, elle est exceptionnelle parce qu'on peut connecter un casque Bluetooth sur une montre. Et là, je me dis, sur une montre connectée, et là, je me dis, waouh, je n'avais pas pensé à ça. Je suis sportif, je cours tous les jours, j'en ai marre d'avoir mon téléphone sur le bras ou dans la poche qui se balade partout. J'en ai marre d'avoir des fils que je dois faire passer sous mon t-shirt, machin.
en courant. Après tout, ça peut être génial d'avoir une montre connectée. Ouais, j'en vois vraiment des avantages. Et puis parce que je vais un petit peu plus loin, je vais sur leur site web, ils ont un site web, et là je vois que tout a été mis en œuvre pour me dire, bah, écoutez, achetez la montre maintenant, payez-la dans 7 jours. Si vous n'êtes pas satisfait, on ne vous débite pas, vous me la renvoyez à nos frais et essayez-la. Je me dis, allez, j'achète cette montre, je l'essaye, je vais faire un run le soir, et en fait je me rends compte que c'est super génial. Et donc, je reçois, parce que je suis maintenant client de cette marque, un email me recommandant ou un SMS en disant si je veux faire plaisir à un proche, à mon épouse, j'ai 20% de remise sur le prochain achat. J'achète, je l'offre à mon épouse et là, ben, on est deux à l'essayer, on trouve que c'est génial, on commence à la recommander. Je reçois sur l'app de la marque que j'ai téléchargée, parce que là, c'est sûr, je les adore, la possibilité de partager mon expérience. Je la partage sur les réseaux sociaux à mes amis, en me disant, voilà, regardez, j'ai une photo de ma montre connectée, regardez ce que je fais, je suis en train de courir et je me filme. Et là, je recommande la marque. C'est important dans notre cas de prendre en considération ces deux choses, parce que premièrement, on se rend compte que le tunnel de conversion, c'est le fameux tunnel de conversion qu'on utilise en marketing, il n'est pas très différent sur le web que dans la vie physique. On a essayé de beaucoup innover, d'essayer de se dire, oui, mais peut-être sur le web, c'est différent, dans le digital, les gens, c'est pas pareil, non, le tunnel de conversion, globalement, on retrouve beaucoup de similarités et il fonctionne toujours de la même manière. Et puis deuxièmement, c'est hyper important de comprendre qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe et quel est le processus de décision, parce que quelle que soit l'étape du tunnel de conversion, on doit avoir une communication, une information, une stratégie assez différente. Et on ne peut pas l'adapter et la globaliser. Pour autant, même si le tunnel de conversion est plutôt similaire et qu'on voit que le processus de décision qui se fasse sur le web ou qui se fasse dans la vie physique, il reste plutôt pareil. Le cerveau du consommateur, notre cerveau à nous, on réagit globalement à peu près de la même manière. Pour autant, lui, l'écosystème digital, on en a parlé avant, il est plus complexe et il est assez différent. Parce que d'abord, il y a une mutation super rapide de l'environnement, ça évolue très rapidement, tout ce qui se passe sur le web, les apps, les services, les innovations, ça va très vite. Deuxièmement, il est hyper sollicitant. On commence sa journée très souvent par consulter ses mails ou consulter ses SMS ou consulter les derniers posts sur les réseaux sociaux. C'est assez courant de aller, je prends mon petit déjeuner et je réponds aux messages que j'ai sur tel ou tel réseau social, ou je fais un dernier post, une dernière publication. Donc on est hyper connecté et on est un peu moins perméable à toutes les coms qu'on peut avoir. Et sur le digital, je voudrais dire qu'il y a énormément de nouvelles parties prenantes super innovantes qui nous amènent les derniers services, les derniers produits. Et c'est important à prendre en compte parce que si on veut avoir un quoi pertinent et avoir une stratégie digitale pertinente, eh bien, quand on communique sur la notoriété et la familiarisation dans cette mutation rapide d'environnement, il nous faut exister. Il nous faut montrer notre valeur dans cette considération et achat, dans cette phase de considération et achat, et il faut aussi montrer qu'on est indispensable dans les phases de fidélisation et recommandation. Et là, on a notre quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on a identifié notre cible? Est-ce qu'on veut travailler sa notoriété, exister? Est-ce qu'on veut travailler sa considération, la phase de considération à achat et créer de la valeur? Ou est-ce qu'on veut fidéliser et recommander et montrer qu'on est indispensable? On a la cible, on sait ce qu'on veut faire. Fidélisation, ou pardonnez-moi, notoriété. Et bien maintenant, il nous faut le comment. Qu'est-ce qu'on fait exactement et comment on fait? Alors le comment, on en a parlé au début de cette présentation. Sur les médias, tout est à base de contenu et d'information. Sur le web, le contenu, il peut prendre l'exemple d'un SMS où c'est quelques caractères, il peut prendre l'exemple d'un mail où c'est quelques phrases, ou il peut être simplement un site web. Et ce comment, on peut le diffuser de deux manières différentes. On peut avoir des actions d'inbound marketing. Et l'inbound marketing, c'est offrir à des clients potentiels de l'information qu'ils estiment et qu'ils recherchent, soit grâce à des newsletters, soit en faisant une conférence, soit en créant un blog ou des contenus et médias sociaux.
Je vais vous donner un exemple concret. Je suis bénévole pour une NGO qui est basée à Hong Kong et qui est présente sur toute la planète. On fait la promotion de la résilience face à l'adversité. Et en juin, on s'est dit, on voudrait faire une campagne d'inbound marketing. Et donc, on a décidé de parler d'un sujet que les gens affectionnent particulièrement les jeunes. C'est quoi les réseaux sociaux? Comment communiquer sur les réseaux sociaux? C'est quoi une bonne campagne de com sur les réseaux sociaux? C'est quoi les stratégies digitales? Et donc, on a mis en place ces présentations, ces talks. On s'est adressé aux étudiants de la Hong Kong University et certaines universités en Chine. Et à aucun moment, on a parlé du nom de la fondation. En réalité, pas du tout. Et je crois même que c'était peut-être au début. Je suis même pas sûr qu'il y avait de logo. Peut-être il y avait de logo au début. Mais au final, on a donné aux gens et aux participants des informations qu'ils recherchaient. Ils ont trouvé ça sympa. À la fin, ils sont revenus vers nous. On a eu plus de 200 personnes différentes, des questions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, tiens, c'est pas mal, mais qui a organisé ça? Ah, c'est une fondation Phoenix. Mais c'est quoi la fondation Phoenix? Ces gars, ils ont l'air un peu sympas. Et on a récupéré des gens qui sont revenus nous chercher sur la fondation Phoenix. On peut faire la même chose pour un produit, un service, offrir à des clients potentiels de l'information sur blog, conférences, contenu. C'est ça l'inbound marketing. Ou on peut le faire sous la forme d'outbound marketing. Et là, ça va être promouvoir une narrative illustrant des bénéfices. Et je veux vraiment insister là-dessus. Je parle de narrative et bénéfices. Ce n'est pas des caractéristiques techniques et des descriptifs techniques. Le consommateur peut en être intéressé, mais dans la majeure partie des cas, ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est quoi la narrative et c'est quoi les bénéfices du service ou du produit? Et l'outbound marketing, c'est peut-être les actions les plus courantes qu'on peut voir dans le marketing, où là, on va faire de la communication continue, là, on va faire de la promotion, de la relation publique et vente. Donc, quand on a choisi l'une des deux actions, après, l'objectif, c'est naturellement de se connecter avec des clients potentiels, c'est de les attirer, c'est de les engager, et puis c'est de les convertir en clients. Et pour ça, il faut choisir le bon canal. Alors, il y a plein de canaux sur le web, mais je voudrais vous en partager quelques-uns. Si on arrive à déjà être présent sur les canaux que sont les moteurs de recherche, soit dans du référencement naturel ou en payant des liens sponsorisés, à travers le SMS, le RCS, la programmatique, l'email, les apps, les médias sociaux, on va déjà cibler une grande majeure partie des clients potentiels et de la cible avec qui on souhaiterait rentrer en contact. Et là, on a notre stratégie en 3 étapes. Donc, on peut résumer la stratégie marketing en 3 étapes par le qui prend la décision, le quoi, le processus de décision, qu'est-ce que je souhaite faire exactement, je veux du reach, je veux me connecter, je veux faire durer, et puis le comment, le bon contenu sur les bons channels. Alors, naturellement, comme toute stratégie, qu'elle soit marketing ou qu'elle soit digitale, l'élément important pour beaucoup de gens qui nous ont rejoints aujourd'hui sur ce talk, ça va être comment mesurer le retour sur investissement. Alors, il y a plusieurs méthodes. J'ai envie de vous en partager 3. Bien sûr, on a plus que 3. La première, c'est d'utiliser les indicateurs clés qui vont vous être fournis par certains des canaux. Exemple, si je communique sur les médias sociaux, c'est assez facile d'obtenir les visites, les interactions, les partages, les clics. Si je communique sur la programmatique, le taux de délivrabilité, les SEO, le taux de rebond, et ainsi de suite. Donc oui, on peut utiliser ces méthodes. Ça nous donne une vision intéressante, mais la problématique qu'on va rencontrer, particulièrement dans un environnement multicanal, la première, c'est que dans un certain nombre d'industries, de marchés, l'acquisition de clients, c'est pas forcément là où on gagne de l'argent, on fait du profit, on gagne de l'argent et du profit sur la vie complète du client, et parfois on en perd même sur l'acquisition. La deuxième donnée, c'est que dans un environnement multicanal, c'est assez compliqué de savoir quel est exactement le média qui nous a généré du profit. Je m'explique, on peut faire une bonne campagne et communication digitale grâce à son site web ou SEA,
Pour autant, le client ne va pas acheter, mais une semaine après, 2 semaines ou un mois, il sera dans le centre-ville d'une ville et il va voir la marque ou le concept store de cette marque et se dire « Ah ouais, je connais, tiens, c'est pas mal, je prends, j'achète ». Et voilà, et là, on a eu un client qui a acheté en store et pourtant qui est venu du web et il peut se passer exactement la même chose à l'inverse. Donc, c'est un bon indicateur. La première problématique, la première limite, je dirais, c'est que tous les acteurs ne sont pas forcément alignés sur les mêmes indicateurs clés. Donc après, quand on fait une campagne sur plusieurs canaux, waouh, qu'est-ce que je compare? Et puis le deuxième sujet, c'est comment je mesure cet effet omnicanal. Après, il y a une deuxième méthode, c'est la méthode marketing, la valeur vie client, qui est de déterminer la valeur actuelle nette de la relation client. Et en gros, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en considération tout le cycle de vie client. On va calculer la valeur annuelle nette des revenus d'une relation client, moins la valeur annuelle nette des coûts d'une relation client. C'est bien, c'est efficace. Là aussi, c'est un modèle qui est hyper dynamique, mais c'est encore difficile de savoir quel canal a permis l'acquisition, la fidélisation. Comment attribuer les revenus et les coûts à quel canal. Puis, il y a une troisième méthode, qui est aussi une méthode qui est utilisée, c'est l'engagement digital, où là, on va se dire, bon, bah voilà, j'ai bâti ma campagne, j'ai mon qui, j'ai mon quoi. Dans ma phase de notoriété, j'ai accentué une campagne sur la phase de notoriété. Je vais essayer de déterminer quels sont les indicateurs clés qui me permettent de mesurer l'efficacité de la campagne que j'ai faite. Et sur la notoriété, familiarisation, bah, ça peut être le nombre de likes, par exemple des posts, le nombre de followers. Sur la considération et achat, essayer de mesurer le nombre de partages ou de nouveaux influenceurs, de commentaires ou de posts, ça peut montrer qu'on est considéré. Sur la phase de l'achat pur, ça peut être le nombre de ventes réalisées grâce à la stratégie digitale et la recommandation. Fidélisation, ça peut être les achats, le nombre d'avis positifs. Et là, on va identifier, voilà, avant ma campagne, eh bien, j'avais autant de likes et de partages. Après ma campagne, j'avais autant et on voit les différences. On essaie de comprendre les différences et d'avoir une vision du ROI. Naturellement, si vous voulez aller plus loin, il n'y a pas une personne aujourd'hui qui a pour autant dans le marketing, qui a réussi à trouver une méthode parfaite pour mesurer le RSI au centime près. Si j'investis 1 euro, combien me génère mon euro investi? Mais ces trois méthodes nous permettent d'avoir des indicateurs qui sont extrêmement intéressants. Elles ont toutes les trois leurs limites. Si vous voulez aller plus loin, je vous partage quelques liens qui sont super riches, avec des recherches qui sont extrêmement intéressantes, qui vous donnent encore plus de perspectives sur le RSI. Alors, le mobile dans tout ça. Le mobile dans sa stratégie, pourquoi ça doit être un pilier de la stratégie marketing digital? Bon, bah d'abord parce que les usages ont évolué. Quand on regarde ces deux photos, voilà ce qui se passait en 2000 quand on allait dans un concert, tout ça avec les briquets. Si vous allez dans le même concert, alors, si vous alliez dans le même concert 1 an et demi en arrière, voilà la même image qu'on avait, tout le monde avec son mobile. Et j'aurais presque envie, on ne peut pas le faire en direct là, mais j'aurais presque envie de vous dire, depuis le début de la call, qui n'a pas son portable à moins d'1 mètre de lui? Et je vais aller plus loin, depuis le début de la call, qui n'a pas consulté son portable, regardé son portable, répondu à un email? Moi, personnellement, là, j'anime la call, j'ai regardé 2 fois. Voilà, donc j'ose peut-être dire que je ne suis pas le seul sur le call. En tous les cas, je l'espère. Donc, il y a eu une évolution naturellement des usages. Puis en France, c'est une vraie réalité le mobile parce que si on regarde sur nos 67 millions d'habitants, sur nos 52 millions d'internautes, il y a 41 millions de mobinotes. Donc c'est important parce que d'abord, ces mobinotes, bah, on les fait revenir et revenir et revenir sur le mobile, particulièrement avec les réseaux sociaux où on partage, on échange, on communique. Mais c'est surtout qu'en termes de proportion, on voit sur ce slide, on a 79% des internautes qui sont des mobinotes. Et ça, c'est pas rien. Alors, ils sont des mobinotes, mais est-ce qu'ils utilisent? Parce que je peux être un mobinote et utiliser le mobile qu'une fois par jour. Quand on regarde ce qui se passe en France, 51% des consultations web se font via le mobile. Et en moyenne, on l'utilise plus de 90 fois par jour. Alors, il y a des données différentes aussi sur les nombres. On va trouver de 200, j'ai vu de 221 à 60. Je
Je pense que la bonne donne, elle est à peu près au milieu, mais les 90, c'est plutôt pas déconnant. J'essaie de le mesurer. J'atteins pas les 221, surtout jamais les samedis et les dimanches. Pour autant, j'atteins certainement les 100, à vous de voir, mais c'est la donne moyenne. Ici, en France, on serait à plus de 90 fois par jour. On a parlé de l'impact des médias sur le comportement du consommateur, de la stratégie marketing, de comment on peut simplement définir une stratégie digital marketing, de l'impact du mobile. J'ai envie de vous partager, pour moi, un élément qui est essentiel, c'est le messaging. Pourquoi le messaging devrait être dans 100% de ces stratégies marketing digitales? Pour la première des raisons, j'ai lu récemment une étude qui m'illustrait que seulement 61% des entreprises ont planifié une stratégie de communication messaging. Et j'étais absolument étonné, et je vais vous partager pourquoi j'étais absolument étonné. D'abord parce que le messaging, il a énormément d'avantages. Le premier, c'est que le messaging, même si techniquement c'est quelque chose qui ne véhicule pas forcément par le web, en tous les cas sur le SMS pur, pas pour le RCS qui est une technologie différente, mais le SMS pur, en tous les cas, il est sur l'appareil qui nous permet de nous connecter au web. Il est sur l'appareil qui nous permet de nous connecter à la majeure partie des applications web. Et qu'on le veuille ou non, quand on envoie un SMS sur son mobile, on le reçoit. On peut pas le désélectionner. C'est pas comme sur WhatsApp, on va dire je mute, ou sur Messenger où je mute, je veux pas entendre, je veux pas parler. Lui, le mobile, si on se connecte et on démarre pour téléphoner, quoi qu'il se passe, le SMS, on va le recevoir et hyper rapidement. Il n'y a pas une démarche supplémentaire de lancer l'application mail, il n'y a pas une démarche supplémentaire d'aller sur le navigateur ou de lancer une app. Non, on le reçoit. Deuxièmement, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité parce qu'on peut très clairement sélectionner à qui on l'envoie. Tout le monde est connecté, tout le monde, une grande majorité des gens ont un mobile, un téléphone mobile aujourd'hui, et on a la certitude, quel que soit le pays en Europe auquel on va s'adresser, de toucher une grande majorité des gens, voire la quasi-totalité avec le mobile. Les adolescents, les jeunes, les plus anciens, aujourd'hui, quasiment tout le monde a son mobile. Et donc, ça en fait une voie d'accès au web qui est totalement différente de tous les autres appareils qu'on peut avoir. Et deuxièmement, avec le SMS, on peut sélectionner la base à qui on va s'adresser. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ben voilà, j'ai ma base de clients, j'ai leur numéro de téléphone mobile, donc je vais m'adresser. On peut louer des bases et dire, tiens, je vais m'adresser à des personnes qui ne sont pas mes clients. La délivrabilité, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, dès le moment où on va allumer son téléphone mobile, eh bien on va recevoir le message, qu'on le veuille ou pas. C'est simple, on le lit les SMS et on les lit tous parce que c'est court, parce qu'on ne peut pas écrire 40 pages, en général c'est quelques mots, et puis c'est rentable, le messaging, parce que le prix moyen d'un SMS est de la moitié d'un dixième d'euro, ce qui en fait un des moyens de communication parmi les plus compétitifs. Et naturellement, c'est mesurable parce qu'on peut mesurer les taux de délivrabilité et aller beaucoup plus loin quand on met des landing pages pour savoir qui a consulté comment. Et naturellement, c'est hyper précis parce qu'on peut l'envoyer à l'heure qu'on veut, programmer les envois, choisir les pays, et de la France, par exemple, envoyer dans n'importe quel pays au monde. C'est la raison pour laquelle le SMS, quand on le reçoit, 95% des cas, on l'ouvre et on le lit. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est un taux qu'on ne va pas retrouver forcément sur le digital dans tous les canaux qu'on peut avoir. Il est lu en moins de 5 minutes. Et surtout, quand on crée l'interaction avec la personne qui le reçoit et qui le lit, il répond en moins de 90 secondes. Et ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants et qui me font dire que le messaging doit être dans 100% des campagnes digitales. Et quand je parle des campagnes digitales, je vais aller un petit peu plus loin. Parce que le messaging, on peut l'utiliser pour plus que les campagnes digitales. Donc, effectivement, on peut l'utiliser pour des campagnes marketing, mais on peut aussi l'utiliser pour améliorer ses process business, pour communiquer avec son client. Donc, on peut accélérer et l'utiliser comme biais d'accélération de sa croissance et aussi d'améliorer ses processus opérationnels.
En réalité, il est le plus connu pour son aspect marketing et campagne. Je reçois un SMS promotionnel pour un discount, une promo, aussi pour de l'événementiel, mais il peut être utilisé pour de la collecte d'informations. Dans le business, il peut être utilisé pour de la vérification d'identité, pour du recouvrement de créances, pour de la gestion des process business, pour de la communication interne sur des collaborateurs, pour de la notification et rappel, urgence et alerte, support et client. Ça veut dire que c'est un outil qui nous permet de communiquer avec ses clients au travers du digital, mais aussi et bien au-delà du digital. Alors, des exemples. Ici, un exemple de marketing et campagne et communication client. On a utilisé la solution Rich Communication Service, où là, on a travaillé dans sa stratégie digitale sur la notoriété, mais on peut aussi l'utiliser sur la familiarisation, la considération, l'achat et la fidélisation. Et on a un exemple de campagne ici qui a généré un récit de 42% de taux de conversion, ce qui est extrêmement intéressant. On a un autre exemple ici, où là, on va toujours l'utiliser dans le sujet marketing et campagne, dans de la collecte d'informations. Ce sont des enquêtes SMS, où là, l'objectif, ça va être plutôt de la fidélisation et de la recommandation, mais aussi de l'achat et de la fidélisation. Et là, l'usage, ça va être des enquêtes de satisfaction, ça va être des enquêtes de marché, ça va être du nettoyage de données ou du sondage auprès du personnel. Un autre exemple dans les marketing et campagnes, ça va être de la promotion, où là, on va à une landing page, on reçoit un SMS avec un lien, comme on le voit, et en cliquant sur ce lien, eh bien, on va arriver sur une landing page où on peut acheter des produits, trouver le magasin le plus proche. Et ce type de service, le messaging, on peut l'utiliser lors de ses besoins en notoriété, familiarisation, considération, achat et fidélisation. Et là, on a un exemple de RSI aussi, avec lors d'une campagne flash, comparativement à l'événement précédent, on a augmenté de 30% les ventes. Et puis, on a encore là un autre exemple, on sort du cadre de la campagne digitale, on est plus sur du support client, et pour autant, on peut l'utiliser dans la fidélisation et la recommandation, c'est du chat omnicanal, où là, on va pouvoir intégrer et utiliser le SMS, le landing page, le RCS, WhatsApp, et aussi des bots, des robots, qui vont être déployés pour aider à automatiser certains processus d'interaction client qui étaient auparavant manuels et réalisés par l'équipe pour gagner encore en efficacité. Et on a là encore un autre exemple de communication client, support client, où là, on va intégrer des bots. Ça peut être aussi un parcours mobile. Là, un autre exemple sur les business opérations recouvrement de paiement, où là, on va solliciter ses clients pour recouvrer des dettes et des paiements. On va éviter de solliciter sa plateforme de relations clients, de dédier du temps personne pour ça. Et là, en digitalisant tout ce parcours, eh bien, sur une cible de 14 000 clients, l'entreprise a récupéré 38,2% de paiement, ce qui est plutôt important. Et tant d'autres cas d'utilisation qu'on peut avoir sur ces campagnes digitales, que ce soit la notoriété, la fidélisation, la recommandation, que ce soit pour des campagnes marketing, business opération, client ou communication client, pour accélérer sa croissance ou améliorer le processus opérationnel. Le messaging peut être beaucoup plus qu'un pilier de vos campagnes marketing digitales. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de la présentation. Je voudrais la synthétiser. Je ne sais pas si on a encore le temps. On doit y aller. Très bien, ok. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre participation. Je vous communique naturellement mes coordonnées ici. Et pour toute question, si vous en avez, envoyez-les à l'organisation. Ce sera un plaisir de vous y répondre par email ou directement sur LinkedIn. Connectez-vous avec moi et ce sera un plaisir de répondre à vos demandes. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente après-midi.